Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet: comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour ce nouvel épisode de la pause mentale dans lequel je vous propose de parler de la maîtrise de ses pensées, de l'importance de la maîtrise justement de son esprit, dans la vie de tous les jours bien sûr, mais essentiellement en faisant un focus sur nos pratiques du sport, de l'endurance, de l'ultra-endurance, que ce soit en course à pied, en vélo, en triathlon, en voile, en bateau, en traversée, que sais-je encore. Le fonctionnement reste le même. Avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous refais un petit appel, même si vous l'avez déjà entendu en intro, mais vous avez tellement l'habitude de l'entendre que vous y faites plus attention. À l'heure où on se parle, on est à quasiment 4000 écoutes par mois. J'en profite pour vous remercier chaleureusement. Tout ça existe grâce à vous. Mais par contre, il manque un petit peu de soutien gratuit, c'est-à-dire des petits likes ou des petits 5 étoiles, surtout des 5 étoiles sur les plateformes d'écoute dont vous bénéficiez. Donc si vous êtes sur Spotify, le petit 5 étoiles sur Spotify, si vous êtes sur Apple Podcast, ou si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à envoyer un petit pouce. Donc voilà, c'est ultra important parce que l'algorithme des plateformes d'écoute est différent qu'un algorithme Instagram. Donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent si ce n'est ces fameux 5 étoiles. Donc voilà, c'est gratuit. Ne serait-ce que de voir les écoutes, ça me donne énormément de force. Mais pour donner de la force à l'algorithme et pour que le podcast soit un petit peu poussé dans les plateformes d'écoute, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir des bonnes notes, des petits 5 étoiles. Donc voilà, merci et on passe à l'épisode. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre un esprit qui rebondit, un esprit qui va être assez plastique, qui va être malléable, avec un esprit qui va rester bloqué pendant des semaines, des mois, voire des années? C'est pas l'intelligence, c'est pas non plus que le talent, c'est pas non plus de la chance. C'est pas non plus une question de circonstances extérieures, hein. On a toujours la sensation et encore une fois la perception, ce biais, que, l'herbe est toujours plus verte à côté. Il n'en est rien. Le vrai facteur, souvent invisible, c'est surtout la manière dont on utilise notre esprit et nos pensées. Et on va rentrer dans le détail et au quotidien évidemment, mais surtout, on va faire un focus là sur l'endurance, l'ultra-endurance. Pourquoi dans ce cadre-là, ça prend toute son importance. Première partie, on va parler de la surcharge de l'esprit. La plupart des coureurs, trailers, coureurs à vélo, cyclistes, navigateurs, que sais-je, on a tous des pensées qui tournent en boucle. J'ai fait dans la mini-formation gratuite un module uniquement sur ce thème qui est ultra important pour comprendre, en fait. Pour comprendre à quoi ça sert de relâcher l'esprit et de laisser passer des pensées et de ne pas s'attaquer à toutes les pensées qui arrivent. Pourquoi ? Parce qu'il y en a déjà plus de 20 000 par jour, premièrement. Donc inutile de vouloir toutes les attacher, toutes les récupérer. Deuxièmement, parce que sur ces plus de 20 000 pensées par jour, vous en avez 98% à peu près qui sont les mêmes que celles que vous avez eues hier et celles que vous aurez demain. Donc, on tourne en boucle, vous avez compris, sur, en général, la même chose, nos circonstances de vie, etc. Et là, dans notre cadre du sport, on va tourner en boucle sur des anticipations. On anticipe la douleur éventuelle, on anticipe la fatigue, on anticipe la météo, on anticipe le parcours, on anticipe notre place, on anticipe notre vitesse de déplacement. Bref, on s'épuise avant même que le corps n'ait eu la chance d'être encore mis à l'épreuve et on a déjà rempli notre cuve de stress cognitif déjà. Les sollicitations qui vont remplir cette cuve sont multiples. Donc elles ne sont pas que liées au sport. On en a déjà parlé beaucoup de fois. Donc ces pensées, évidemment, ne sont pas neutres. Elles influencent nos émotions. Donc la pensée va entraîner une émotion, qui elle-même, cette émotion, va entraîner une prise de décision, et qui va finir et qui va aboutir à déterminer notre action. Donc on voit bien que quand ça tourne en boucle jour après jour, on peut avoir cette sensation de se sentir coincé, de se sentir un peu prisonnier d'un schéma qu'on ne comprend pas,
mais de sentir qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, on va dire assez grossièrement, on a l'impression qu'il y a un truc qui cloche et que ça va pas. Mais c'est tout simplement, en général, à cause de ce scénario qui se déroule en permanence en boucle. Pensée, émotion, décision et action qui tournent en boucle et à la fin, il y a pas de fin parce que l'action qu'on va faire va elle-même immédiatement, réalimenter, nos pensées et donc c'est comme ça qu'on peut tomber soit dans des cercles vertueux, soit dans des cercles vicieux qui vont nous, descendre toujours un peu plus bas vers de la fatigue et cetera ou alors, bah, vers de la neutralité ou encore une fois dans un cercle vertueux, c'est ce qu'on va chercher à avoir. Le fait de se répéter, d'avoir un dialogue interne négatif: «J'y arriverai jamais, je suis pas assez fort, c'est trop dur», machin. D'anticiper la douleur, d'anticiper la souffrance, d'anticiper tout un tas de choses et sans se rendre compte que, le corps au final, il va suivre ce scénario qu'on est en train de se f mettre dans la tête et il va pas du tout être en train de vivre ce qu'il est, en train de devoir, faire, c'est-à-dire le moment présent, maintenant. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Qu'est-ce qui est possible de faire maintenant et pas qu'est-ce qui va arriver plus tard? Évidemment, il faut une dose d'anticipation. Hein, je vais pas vous dire: «Faut y aller la fleur au fusil», c'est pas ça qu'il faut comprendre à travers cette partie. C'est, si on part pour 180 kilomètres en claquettes et avec, dans le sac à dos, 50 centilitres d'eau, il y a un problème. Évidemment, il aura fallu une anticipation pour avoir le matériel nécessaire, les éventuels problèmes de température, si on est en montagne, si on va, faire quelque chose sur, plusieurs jours, plusieurs nuits, des oscillations de température et cetera. Donc évidemment, là, on parle vraiment de cette boucle infernale qui tourne en boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand on a tout géré, même quand on a tout bien fait. Comment se sortir de là? Pourquoi, ça se fait cette réaction-là? On pourrait se dire: «Bah, oui, OK, les pensées tournent dans la tête et après tout, pourquoi est-ce que ça viendrait impacter mon physique?» Du point de vue neurologique, quand l'esprit est constamment envahi par des inquiétudes, par des scénarios négatifs, le système nerveux, il reste en alerte. Il est là, il reste en alerte, c'est comme si on avait tout le temps la pédale d'accélérateur enfoncée et donc notre système, sympathique, toujours en état d'éveil, donc lui, il est là comme s'il percevait un danger, toujours présent. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on crée en fait un état d'alerte permanent dans le corps, dans lequel le système cognitif ne se repose jamais. Donc pour un trailer, pour un pratiquant, d'endurance, c'est exactement ce que l'on va ressentir dans les derniers, kilomètres. En fait, on a ce mécanisme biologique qui va se mettre en place, des pensées anxiogènes comme on l'a dit, une décision de vouloir continuer qui est de plus en plus compliquée à prendre, le côté j'ai pas le courage et c'est un mécanisme de survie qui pousse à éviter l'inconfort, qui pousse à éviter ce supplément d'inconfort qu'on est en train d'anticiper encore une fois, parce que on n'aura pas été peut-être suffisamment, léger, suffisamment, détendu mentalement dans les premières heures, les premiers kilomètres pour, par exemple, je parle de l'UTMB parce que ça parle à tout le monde, pour les coureurs de l'UTMB, tout le monde dit que la course commence au bout de 80-100 kilomètres. On dit la course commence parce que avant ça, il faut tout bien faire, on est d'accord, parce que les erreurs commises au départ seront payées aussi très cher plus tard. Donc il faut tout bien faire, mais tout bien faire, c'est-à-dire centré sur soi. Pas centré sur le temps, sur les autres, sur peu importe qui, sur soi, tout bien faire pour soi. Et tout bien faire pour soi, ça veut dire économiser, économiser, économiser. On est dans un sport d'endurance, donc vous avez fait un travail physique, logiquement, vous n'êtes pas arrivé comme ça parce que vous avez vu de la lumière, vous êtes entraîné, vous avez fait des courses de préparation, donc normalement, votre physique, il est plus ou moins prêt à encaisser la charge que vous allez lui demander. Par contre, au niveau mental, il y a rien du tout. Il y a rien ou très très peu, et pourtant, tout le monde est complètement d'accord pour dire que ça se joue dans la tête, que c'est dans la tête. On le dit tout le temps, on l'entend partout. Ah bah c'est dans la tête, c'est dans la tête. Ok, bah c'est dans la tête, mais on fait rien pour la tête, justement. Et c'est tout l'objet de ce qu'on est en train de se dire. Donc parce que ce système nerveux sera resté un peu en permanence en état d'alerte, il sera difficile de le solliciter davantage quand ce sera effectivement, quand l'usure des kilomètres et des heures passées dehors sera vraiment marquée. Donc là, vous voyez bien que le problème, c'est pas la volonté,
parce qu'on peut se dire: «Ah, c'est un manque de volonté». C'est pas ça. Le problème, c'est pas la motivation. On était extrêmement motivés pour y arriver, donc c'est pas faut pas aller chercher du côté de la motivation. Le problème ici, va être l'attention qui va être complètement dispersée et l'identification permanente à ces, dizaines, centaines, milliers de pensées qui vont passer, qui vont tourner en boucle, en boucle, en boucle et nous fatiguer. C'est un peu comme si, vous laissez, vous rangez mal votre frontale, pendant toute la journée. Elle est allumée dans le sac à dos et quand vous l'allumez, pour la nuit et ben, elle dure, plus qu'1 heure parce elle sera restée allumée toute la journée pour rien et ben et au moment où vous en avez besoin et ben, elle a plus de piles et du coup, elle tombe en rade et ben, c'est exactement une métaphore, pour, justement faire un parallèle avec le système nerveux. Donc maintenant, comment reprendre le contrôle? Comment essayer de reprendre le contrôle sur ses pensées et d'essayer d'avoir une attention consciente à ce qu'on fait? La clé ne réside pas dans la lutte, ou la suppression des pensées. Ça ne marche pas. Ça fait au contraire, ça rajoute encore plus de problématiques. On ne peut pas supprimer ses pensées, hein. Notre cerveau, il est là pour ça. Il est là pour, aussi anticiper. On a un cerveau qui est, comme on dit, prédictif. Donc lui, c'est son job de faire ça parce qu'il est là pour assurer notre survie. Donc, il est là pour anticiper les choses qui pourraient se passer et du coup assurer notre survie. Donc on ne pourra pas lutter contre ça, on ne pourra pas supprimer notre pensée. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a la capacité à observer ses pensées sans y adhérer automatiquement. Je m'explique. C'est un peu la manière d'une méditation, où la méditation, le but c'est de quoi? C'est de se détacher de nos pensées, sans chercher à les supprimer, sans s'identifier à elles en permanence, et en effectuant cette espèce de regard de témoin, voilà, de témoin de nos pensées. Donc il faut apprendre justement à laisser, à observer ça, et ça a toute son importance de pratiquer ces exercices-là pendant qu'on fait des courses, et c'est ce qu'on pratique en coaching individuel évidemment. On pratique essentiellement en temps réel sur le terrain. Donc à l'entraînement, sur des courses de répétition, des courses de prépa, et ensuite évidemment pour être fin prêt pour la course objectif, etc. Donc vous comprenez un petit peu où ça vous mène, et ce que ça peut vous apporter d'être en contrôle, c'est-à-dire de profiter encore plus du moment. Et ça s'apprend, ça se travaille parce que c'est pas facile, c'est pas forcément inné. Alors pour certains, ça l'est, pour certains, ça ne pose aucun sujet. Pour d'autres, ça pose des sujets et pour pas mal de gens, c'est assez compliqué de faire son truc à soi. Ça peut être, tiens, un tel, consomme tant de grammes à l'heure et ben moi je consomme la moitié, il faut que j'arrive à ce niveau-là. Bah, peut-être pas, peut-être que c'est pas votre truc, peut-être que vous, c'est différent, que vous avez besoin de moins, peut-être que vous avez pas le même poids, la même corpulence, et cetera, et cetera. Donc se recentrer sur soi-même. Comment on peut faire pour entraîner son attention? L'outil le plus utilisé, la respiration, la méditation et transposable naturellement à faire des sports d'endurance, beaucoup, beaucoup plus compliqués si on part sur des sports qui sont endurance quand même, mais courts. Je pense à des 10 kilomètres, des semis. Donc pour entraîner son attention, il faut pas forcément des heures de méditation, mais il faut plutôt mettre en place des micro-pauses intentionnelles. C'est-à-dire que c'est soi-même, on a l'intention de, avec quelques respirations conscientes, avec un retour aux sensations corporelles. On parle souvent de météo interne. Apprendre à faire sa météo quand il y a des changements, c'est hyper, hyper important. Physique, psychologique, comment je me sens dans le corps, comment je me sens dans ma tête, comment est mon attitude, comment sont mes émotions. Ça prend moins d'une minute. On peut faire quelques respirations conscientes. J'ai beaucoup, beaucoup parlé de l'outil le plus facile à mettre en place, c'est la cohérence cardiaque. Ça prend entre 3 et 5 minutes. Avant, on disait 5 minutes. Maintenant, 5 minutes, ça commence à être trop long. Donc, on dit 3 à 5 minutes. Donc, vous voyez à quoi on en est réduit sur une journée de 24 heures, de ne pas avoir le temps de prendre 3 minutes pour revenir à soi. Pour nous, maintenant, quand on court, ça peut être pendant, par exemple, une longue montée. On peut faire une pause ou pendant justement la pause. C'est-à-dire que quand on va arriver à un ravitaillement, on peut, sur la minute qui précède, si on sait qu'on y arrive bientôt ou pendant, se poser littéralement 30 secondes à 1 minute. Quand on est sur des efforts de 10, 20, 30, 40 heures, plusieurs jours, ça ne changera strictement rien à votre temps final, si ce n'est en bénéfice. Parce que ça va vous permettre de redescendre le système nerveux, de mettre un petit peu la pédale sur le frein, c'est-à-dire d'activer un petit peu le système parasympathique qui lui va stimuler toute la partie relaxation, détente et cool, hein, et contrairement au sympathique qui lui c'est l'alarme, c'est attention, la survie, etc.
Ces pauses répétées sont des entraînements pour l'esprit. C'est comme un fractionné pour votre course à pied. Vous fractionnez votre entraînement parce que si vous étiez au seuil ou à vitesse max pendant 35 minutes d'affilée, ce serait extrêmement douloureux. Donc on fractionne l'entraînement pour pouvoir atteindre ces intensités-là plusieurs fois avec des temps de récup au milieu. C'est pareil pour son entraînement de ses pensées et son entraînement de l'esprit, c'est de fractionner ces temps de pause. Donc plutôt faire plusieurs petits temps de pause dans la journée. 3, ça serait déjà excellent pour commencer. Avant de manger, avant chaque repas, ça serait absolument parfait. Donc réveil avant le déjeuner et avant le coucher, avant le dîner plutôt. Et en fait, voilà, plutôt que et si vous avez envie exactement en fait comme, votre entraînement. C'est-à-dire que vous faites des entraînements je prends des grandes tendances. On travaille la semaine, donc on fait des entraînements plutôt courts la semaine. 1 heure et demie, 2 heures en semaine. Et qu'est-ce qu'on va faire le week-end? Des sorties longues. Et ben c'est quand on peut, quand on a le temps. Et ben c'est exactement pareil pour l'entraînement de l'esprit. On va privilégier des entraînements courts, mais répétitifs, le plus souvent possible. Donc j'ai dit 3 par jour, s'il y en a 10 par jour, bah, tant mieux. Et on va, si possible, si vous avez envie, caler une séance de méditation un petit peu plus longue ou de décontraction ou une séance de relaxation, de, 20 minutes, une demi heure le week-end, si vous avez un peu un temps libre qui vous est un peu destiné. Ça peut aussi, même si, là, du coup, j'ai beaucoup parlé de choses, internes, de choses personnelles, de responsabilités ou intrinsèques, mais vous pouvez aussi porter de l'importance à votre environnement et à vos actions. C'est-à-dire que votre environnement et vos relations influencent aussi votre calme intérieur. C'est-à-dire que de vivre dans un espace ordonné avec des sollicitations limitées, et là on va parler de sollicitations, celles qui font le plus de dégâts à l'heure actuelle, des réseaux, nos téléphones qui sonnent tout le temps, qui ont des notifs tout le temps. Donc tout ça draine énormément de bandes passantes, ça draine énormément de flux nerveux et ça participe à sa stabilité mentale ou pas, justement, de pouvoir organiser son environnement pour atteindre une stabilité mentale plus durable et plus elle va être durable, plus elle va s'ancrer comme quelque chose de normal parce que c'est normal pour notre esprit d'être au repos. Quand vous allez dormir le soir, vous ne trouvez pas ça anormal d'être au repos. C'est absolument normal. L'action juste, faire une action juste, posée consciemment, va apaiser l'esprit. On n'est pas obligé d'être dans l'action avec la pédale d'accélérateur à bloc, avec un système parasympathique ultra activé en mode survie. Donc on n'est pas obligé, on peut avoir des actions justes, posées, conscientes, ou avec des gestes qui ont du sens, dans l'idée de créer cette cohérence qui va réduire la rumination, etc. Donc c'est vrai pour la vie de tous les jours et c'est encore plus vrai dans la pratique sportive où les erreurs ont des conséquences assez rapides et plutôt désagréables. On peut encore prendre le parallèle avec la course à pied, l'ultra. Vous allez plus facilement, on va plus vous dire prenez des petites gorgées d'eau de manière répétée, des consommations alimentaires de manière répétée, courte et répétée, plutôt que de rien manger pendant 3 heures et de faire un festin et d'enfiler 5 gels d'un coup. Donc vous comprenez que c'est absolument ridicule si je vous le dis comme ça. Bah, c'est exactement pareil pour la fatigue mentale. Il faut être sur des petites actions répétées. Et ces petites actions répétées éviteront au stress, à la boucle infernale de s'installer de manière trop pérenne. Dernier point, on a parlé évidemment des pensées et des émotions. On ne peut pas parler d'ultra-endurance sans parler d'émotions. Et les émotions sont pas des ennemis. Les émotions, elles sont là déjà, on n'a pas le choix, comme nos pensées. Vous n'avez pas le choix de vos pensées, hein, je suis désolé de vous le dire, parce que si vous êtes capable de me dire quelle est la prochaine pensée qui va traverser votre esprit, c'est tout à fait impossible. Vous ne pouvez pas me dire à quoi vous penserez dans 1 heure, vous ne pouvez pas me dire à quoi vous penserez dans 3 minutes. Donc, on ne maîtrise pas ses pensées et du coup les émotions qui en découlent. Par contre, contrairement à ce qu'on pense, il peut être assez néfaste de surfer ses émotions, c'est-à-dire, moi je vis mes émotions, je les vis et c'est comme ça. On peut atteindre un certain niveau d'addiction
avec ce type de fonctionnement, mais plutôt que d'être plongé dans l'émotion, et je reprends mon exemple du départ, je suis dans l'émotion, je suis bourré d'endorphine, de dopamine, de tout ce que tu veux, et je pars à 18 km/h parce que je peux courir à cette allure-là et je me fais un kiff monumental. Je pars et je suis les premiers comme ça, et puis boum, au bout d'1 kilomètre, j'ai explosé, j'ai complètement cuit, il me reste 80 bornes à faire. Donc ouais, on aura surfé les émotions pendant à peu près 3-4 minutes, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je conseillerais plutôt d'apprendre à reconnaître justement ces émotions, les nommer, les laisser nous traverser, de pas en faire état, de pas nous laisser emporter. Une émotion qui est accueillie consciemment, va diminuer déjà fortement son impact d'automatisme, sur les pensées, les prises de décision et les actions. Parce que c'est pas parce qu'on a une émotion qu'on est obligé de boum, tout de suite agir, hein. On n'est pas des animaux, on est différents des animaux. Des fois pour le bien, et parfois aussi pour le pire, malheureusement. Mais on a cette capacité intellectuelle de pouvoir prendre du recul sur les choses. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc les émotions sont ultra importantes, et les émotions peuvent nous aider à réguler notre système nerveux plutôt que de mettre l'accélérateur toujours à fond. Donc pour conclure, c'est un entraînement comme un autre. Il y a rien de miraculeux, hein. Il y a pas de entraîner son esprit, c'est comme entraîner son corps. Il y a rien de miraculeux. Si on ne fait rien, eh ben, on n'a pas beaucoup de résultats. Si on en fait beaucoup, on a beaucoup de résultats. Si on le fait de manière répétée, dans le temps, et bien structuré, eh ben, on a des résultats très agréables et très rapidement. C'est exactement comme l'entraînement régulier, simple, répétitif. Il y a pas d'exploit, il y a pas de voilà, il y a pas de baguette magique. Voilà, comme pour vos sorties longues, vos fractionnés, vos séances de renfo, machin, la régularité est la clé. Et il faut pas se mentir, hein, c'est vrai qu'avec le temps, on devient capable de rester présent, lucide, d'être plus efficace, plus efficient, moins tendu, moins pris dans la boucle infernale, et même dans des conditions hyper exigeantes. Les pensées continuent de circuler, les émotions sont là, mais elles ne dictent plus forcément nos actions. Et c'est ça qui est le plus important. Et on reprend petit à petit la maîtrise de soi et la maîtrise de ses pensées. Le but est toujours d'atteindre cette espèce de fluidité dans la course et évidemment dans la vie. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite pause mentale vous aura permis d'y voir plus clair, vous aura donné des réponses à vos questions. Si vous voulez approfondir ça, vous avez ma formation qui est entièrement gratuite et une capsule entièrement dédiée à l'explication des pensées, combien, pourquoi, comment ça marche, et en gros comprendre un peu le langage du cerveau grâce notamment aux neurosciences qui nous aident pas mal sur le sujet. Allez, prenez soin de vous et à très vite dans un prochain épisode. Cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.